Bonjour à tous et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florence Lofer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ONG lyonnaise Prison Insider, une ONG qui observe la situation dans les prisons. Vous avez lancé en 2019 un index de l'état des prisons dans le monde. Vous avez fallu 5 ans pour le sortir. Pourquoi ça a été si long? Pourquoi ça a été si long? Le Prison Life Index, c'est un outil scientifique qui mesure les conditions de détention dans les prisons dans le monde. On part des conditions de vie réelles vécues par les personnes détenues et on essaye d'évaluer à l'échelle de tous les pays, enfin de tous les pays qu'on a pu traiter, comment ça se passe. On a voulu traiter la réalité de façon très large. On sait que la vie, le quotidien, se compose de toutes sortes de dimensions et que particulièrement quand on est privé de sa liberté, toutes ces dimensions-là sont importantes. Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on appelle ses proches? Quand on tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Quand on a besoin de se faire remplacer une dent, est-ce que c'est possible? Quand on souffre d'addiction, est-ce qu'on peut être traité, etc. Et donc, on est parti de ça avec un consortium interdisciplinaire et avec 2 laboratoires scientifiques, dont un spécialiste de la construction des indices complexes, sur des réalités sociales complexes. On a examiné la réalité des conditions de détention, on a examiné ensuite les normes internationales qui les encadrent, toutes les normes existantes. On s'est ensuite concentré principalement sur les règles Nelson Mandela, qui parlent des conditions minima de traitement des personnes détenues. C'est des règles qui ne sont pas contraignantes, mais qui ont été reconnues au niveau de l'ONU et que normalement tous les pays du monde sont censés appliquer. Absolument, elles ont été validées par tous les pays, elles n'ont pas de vocation contraignante, donc on ne peut pas poursuivre un pays pour ça. Ensuite, après, il y a des déclinaisons parfois continentales, parfois thématiques avec d'autres règles, mais elles ont cet avantage d'être universellement approuvées. Et effectivement, on voulait que l'indice puisse traiter de tous les continents du monde et de tous les pays. On ne voulait pas que ce soit normé sur l'Europe ou normé sur l'Occident. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la première édition, on traite de 12 pays du monde entier. Si on regarde les résultats, pour la France, il y a 5 grands domaines, une soixantaine de critères. Le résultat, c'est qu'au global, il n'y a pas une note moyenne, mais que sur l'ensemble des critères, c'est insuffisant, c'est insatisfaisant en France. Oui, l'indice a 5 grandes dimensions au sein desquelles sont organisés 61 indicateurs, donc les petits bouts, les petites feuilles finalement de cet arbre d'analyse logique. Pour la France, chacune des 5 dimensions est un C-, ce qui correspond sur notre échelle d'évaluation à des violations fréquentes et sévères. Donc c'est quand même une note qui n'est pas bonne. On a fait exprès, quand on a construit l'indice, de ne pas agréger les 5 notes en une. On ne voulait absolument pas qu'on puisse faire un ranking, qu'on puisse dire cette prison, ce pays-là. Voilà, on ne fait pas un classement, ça c'est la meilleure, ça c'est le pire. On ne voulait pas non plus se prononcer finalement sur le bien fondé de la prison, mais simplement évaluer la conformité aux normes, la façon dont les États remplissent leurs devoirs. Donc la France, avec ses 5 C-, ça n'est pas un bon résultat. Ça s'explique de façon très différente selon les atteintes aux droits. Les soins médicaux, par exemple, sont largement insuffisants parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il y a surpopulation. On n'a pas à la prison de Corba, par exemple. Il n'y en a pas à la prison de Corba. Les soins spécialisés, on n'en parle même pas. La psychiatrie, les soins dentaires sont très problématiques. La surpopulation fait aussi que même si on avait pour un 100% quelque chose de correct, on ne l'a a fortiori pas pour un 128%. Et ça, c'est un gros souci. Il y a d'autres problèmes liés en partie à la surpopulation, notamment dans la dimension manger, dormir, se laver, qui est la dimension qui traite des conditions matérielles. Donc là aussi, l'espace de vie... La qualité des repas qui sont servis froids, dans des quantités insuffisantes notamment. Voilà, dans des quantités insuffisantes. On sait que les détenus comptent pratiquement pas sur ces repas-là, mais finalement cantine, donc vont au magasin ou se recourent au magasin pour acheter d'autres produits. Les coûts sont beaucoup plus chers qu'à l'extérieur, donc c'est difficile. Ça, c'est aussi lié, alors ça, c'est des conditions matérielles qui sont liées en partie, on peut se dire, aux moyens qui sont mis, à la question de la surpopulation, mais il y a aussi en France une dimension qui est très inquiétante, c'est la dimension qu'on appelle être protégé, où on examine notamment le recours à la discipline, notamment tout ce qui est mis en place pour prévenir les mauvais traitements, que ce soit entre personnes détenues ou aussi et principalement de la part des personnels pénitentiaires. C'est la mise à l'isolement des détenus en France qui est un usage trop fréquent. Un recours très fréquent, souvent mal documenté et souvent pas jugé proportionnel.
Faut savoir que le recours à la discipline est autorisé dans les normes, mais il doit être proportionné, il doit être documenté, il doit pouvoir faire l'objet d'un recours, on doit pouvoir faire appel de ça, et en France, c'est jugé insatisfaisant. Alors, c'est évalué à chaque fois par des experts des pays concernés, ce qui fait que ce n'est pas regardé exactement de la même manière. Les conditions d'hébergement, en France, on va considérer qu'un matelas par terre, ce n'est pas satisfaisant, alors que dans certains pays africains, une natte par terre, ça va être considéré comme satisfaisant. C'est ça ? Oui, alors on part d'exactement la même procédure pour tous les pays. On part d'une recherche documentaire, donc qui examine au regard des standards. Et puis ensuite, on recourt aux experts et aux expertes parce qu'il nous faut un avis qualitatif. On ne peut pas se baser sur du purement quantitatif. On ne peut pas dire 2 mètres carrés, c'est trop peu, 4 mètres carrés, c'est parfait, il n'y a pas de souci. La question, elle est de savoir qualitativement comment est-ce qu'on vit. Est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'on a un matelas, une natte, etc. Et du coup, l'avantage du recours à ces experts, qui sont sélectionnés selon un protocole exigeant, avec plusieurs voix, on vérifie aussi la cohérence de leurs propos par rapport à l'étude documentaire qu'on a fait en amont. L'avantage de la voix des experts, c'est qu'elle nous permet aussi d'inscrire le respect des droits dans le contexte du pays. Effectivement, comme vous le dites, si dans certains pays, la natte au sol est jugée correcte parce que les conditions climatiques s'y prêtent, parce que c'est des nattes qui sont à peu près propres et que les experts vous disent ça, ce n'est pas un sujet de souci, ça veut dire qu'effectivement, c'est correct. La même chose par rapport à la question de l'encellulement. En Europe, en France notamment, on insiste énormément sur l'encellulement individuel comme une des dimensions centrales de la qualité de vie finalement. Dans d'autres pays ou dans d'autres régions, on insiste beaucoup moins sur l'individuel, c'est-à-dire que la cellule collective en soi n'est pas considérée comme attentatoire aux droits. Par contre, la question qu'on pose dans ce cas-là, et dans tous les cas, c'est l'espace de vie minimum par personne. Faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la surpopulation est telle que dans ces fameuses cellules collectives, les gens doivent se relayer pour dormir. La moitié sont debout pendant que certains sont couchés accroupis, et puis ensuite, au milieu de la nuit, on change. Donc ça vous donne une idée du manque d'espace qui, en soi, est un problème. Quand on regarde, alors il n'y a pas de classement, mais quand on regarde l'ensemble des pays évalués, la France, finalement, est en milieu de tableau. Oui, alors on peut dire ça, sachant qu'on n'a évalué que 12 pays sur les plus de 150, 180 qu'on voudrait à terme évaluer, c'est encore trop tôt pour pouvoir faire des effets de moyenne. Ce qui nous semble intéressant, c'est plutôt de situer pas tellement un pays par rapport à un autre, puisque on peut évidemment considérer la France et le Liban et les comparer, mais vu les situations dramatiquement différentes, cette comparaison-là, elle est assez limitée, elle n'est pas très intéressante. Évidemment qu'on mange mal au Liban, ce n'est pas très étonnant. Et en France, on mange mal aussi, même si les moyens sont plus présents. Ce qui nous paraît plus pertinent, c'est de suivre l'évolution aussi dans la durée. Notre objectif pour 2027, c'est de faire une deuxième version. C'est un indice qui sera tous les 3 ans. Qui sera tous les 3 ans. Et de vérifier pour les 12 pays évalués, est-ce qu'il y a eu des évolutions et en quel sens? Et là aussi, aller documenter le pourquoi. Et de rajouter 28 autres pays pour avoir une cinquantaine de pays. Et donc là, oui, qu'est-ce que vous espérez de cet indice? Vous l'avez transmis au gouvernement en sursis? Alors, ce qu'on espère de l'indice, c'est qu'il fasse parler de la prison et c'est qu'il incite à l'action. Et c'est qu'il soit utilisé par les interlocuteurs et les interlocutrices qu'on vise, en partie les pouvoirs publics, puisque c'est évidemment eux qui ont le pouvoir de faire changer leur politique publique, mais aussi par la société civile. Ça peut aussi être un outil de plaidoyer, ça peut être un outil de discussion sur la réforme. Les investisseurs peuvent aussi se dire, bah, tiens, si cette dimension-là est tellement mauvaise, effectivement, il faut soit investir beaucoup plus dans les médecins, soit arrêter de construire des nouvelles prisons, puisqu'on se rend bien compte que le corps médical ne suffit pas. Par rapport au pouvoir public, ce qu'on propose, c'est de mettre à disposition ces évaluations et aussi d'être là, si possible, pour les expliquer. Il faut savoir que Prison Insider n'a pas une approche prescriptive. Donc nous, notre indice ne donne pas des solutions toutes faites. Ce n'est pas parce qu'on a un C- ici que directement en face, voilà ce qu'il faut mettre en place de A à B. Par contre, ça pointe en négatif, en creux, tout ce qui ne va pas. Et ça peut quand même donner des pistes d'action assez spécifiques. Et ça donne une idée aussi de l'urgence à agir. En France, je crois que le coût par nuitée a maintenant dépassé 110 € par personne détenue et par nuit. Pour arriver à une note de C-, c'est quand même il faut réussir à faire différemment.
Florence Lofer, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.